Quelles formes géométriques existent dans l'espace-temps? Pour traiter cette question, nous allons faire appel à nos platistes, Jean-Pierre, ces bonjour êtres Jean-Pierre. plats qui vivent dans un plat pays en 2 dimensions. En leur ajoutant la dimension temps, l'espace-temps des platistes est un espace à 3 dimensions qu'il nous est plus facile d'appréhender. Un platiste qui se déplace change de lieu à chaque instant. En reliant l'endroit où se trouve le platiste dans les plans se succédant le long de l'axe temps, on obtient un cylindre dans l'espace-temps 3D. La vie dans un plat pays est un enchevêtrement de spaghettis dans l'espace-temps. Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Dans la suite, je vais utiliser indistinctement les notions d'accélération, de force et de gravité en considérant que c'est la même chose. La sphère se rétrécit dans le plan de compression car c'est comme si des particules de matière étaient plus lourdes dans ce plan. Inversement, la sphère s'allonge dans la direction de la Lune car les particules sont plus légères de cet axe. À l'époque, je pensais connaître le mécanisme des marées et je croyais qu'il me suffirait juste de faire des recherches pour quelques précisions complémentaires. Mais en me lançant dans le sujet, je me suis aperçu qu'avec mes certitudes, j'étais sur la montagne de la stupidité de la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe qui donne le niveau de confiance sur ce qu'on croit savoir en fonction de ce qu'on sait réellement. Je suis tombé dans la vallée de l'humilité où je me morfonds aujourd'hui de désespoir. La force centrifuge n'explique jamais un phénomène scientifique. Jamais. Alors bien sûr, ce modèle géométrique a des limites. Il y a le principe d'Heisenberg ou ce qui se passe lorsqu'on se rapproche du Big Bang. Dans la suite, je vais utiliser indistinctement les notions d'accélération, de force et de gravité en considérant que c'est la même chose. Jamais. La force centrifuge n'explique jamais un phénomène scientifique. Jamais. Je suis tombé dans la vallée de l'humilité où je me morfonds aujourd'hui de désespoir. Oui, c'est ainsi que démarre ma vidéo aujourd'hui. Je te propose ici de nous intéresser à ce YouTuber et aux vidéos qu'il publie sur YouTube pour 2 raisons principales. La première est que je le connais par ailleurs pour faire partie d'un réseau très fortement opposé à l'idée de Terre plane et à ceux qui la défendent sur YouTube. Tu as pu d'ailleurs mesurer ô combien il méprise les platistes, comme il nous appelle, et comme il nomme le platérien que je suis. Il se trouve que ce youtubeur de formation d'ingénieur en informatique a développé, semble-t-il, au cours du temps aussi, des talents de graphiste, comme tu as déjà pu un peu le voir dans cette introduction, et comme tu vas pouvoir le constater dans la suite. Dans les images qu'il fabrique sur ses vidéos, on ressent un peu des compétences vues dans certains reportages télévisés. Donc on a là un youtubeur qui s'est formé pour le graphisme, qui est habile dans son domaine et qui a réussi, je dois bien l'avouer, à installer sur sa chaîne, grâce à cette compétence, une atmosphère particulière, voire même envoûtante. Il y propose un univers coloré plus ou moins de science, en tout cas de sa science à lui, qu'il semble apprécier puisqu'il compte à ce jour plus ou moins 45 000 abonnés. Alors, pourquoi dis-je coloré de sa science à lui? Eh bien, ce qu'il a réussi à faire avec le graphisme, il veut aussi le faire avec la physique. Une compétence en physique qu'il développe aussi peu à peu au fil des découvertes qu'il fait sur Internet. Comme beaucoup de youtubeurs qui lui ressemblent, et une compétence qu'il semble croire suffisante pour faire autorité. Comme beaucoup de youtubeurs du même genre. Je vais dans cette vidéo, au travers de cet exemple, leur démontrer qu'ils n'ont pas la formation à laquelle ils prétendent. Mais parlons de lui. La vidéo que j'ai construite ici s'adresse à lui en particulier. L'autorité fantasmée de scientifique qu'il installe au fil de ses vidéos fait bien sûr partie de son jeu. Ça fait partie de l'univers qu'il installe dans ses vidéos, et de cette imposture, il en fait un personnage et confère ainsi une identité à sa chaîne. Une sorte de brume entre l'ésotérisme et la parascience, si j'avais à la qualifier. Je ne le juge pas pour ça. Au contraire, comme je viens de le dire, ça fait partie de l'univers qu'il réussit à créer sur sa chaîne, et vraisemblablement que s'il ne s'était pas fait connaître par ailleurs comme fervent opposant aux platériens, je ne m'y serais pas intéressé. Le problème, c'est que il utilise ses compétences en graphisme pour se construire une aura de physicien indiscutable, à laquelle lui-même a fini par croire. Et il utilise cette autorité au service, entre autres, de sa communauté d'antiplatériens. Une communauté, crois-moi bien,
extrêmement agressive. Bref, c'est en tout cas une des deux raisons principales pour laquelle aujourd'hui je vais montrer la vacuité de ces raisonnements. Parce qu'il le faut, par devoir, par mission en quelque sorte. Je considère qu'il est venu chercher mon avis de physicien sur son travail et sur les idées qu'il défend. Je vais donc me faire un plaisir de les évaluer à la lumière de la vraie physique et de la seule façon dont il est permis de s'en servir. Je pense que grâce à mes vidéos, il va pouvoir bénéficier d'une vraie évaluation de ses compétences dans cette science dite dure. L'autre raison pour laquelle j'ai construit cette vidéo, et qui finalement quelque part rejoint la première, c'est qu'on a avec ce YouTuber quelqu'un qui semble s'être mis en tête de voler au secours de la science actuelle. Je sais, ça peut te paraître curieux de l'annoncer ainsi, moi-même ça me laisse perplexe. Mais je pense que c'est quelque chose que tu vas ressentir au cours de cette vidéo. Pour ce qui est de la vidéo que je t'ai promise ici sur cette chaîne concernant les mensonges de la science moderne, au sujet des marées et du mouvement de la Lune autour de la Terre, ce n'est pas encore tout à fait celle-ci. Bien que le raisonnement que je vais ici déconstruire sous tes yeux semble tiré de documents, figure-toi, qui traînent plus ou moins sur le net et qui pourraient finir, si on n'y fait pas attention, par servir de référence, à force d'être ainsi relayés. Je pense qu'il faut voir ma vidéo aussi comme une première partie qui a pour objet de démonter justement ces théories pour le moins improbables qui fleurissent sur YouTube notamment et qui ont la prétention de venir remplacer les théories officielles que de plus en plus l'on sait défaillantes. Une prochaine fois, je te montrerai en détail ces défaillances de la physique s'appliquant au système solaire. Je pense que tu vas halluciner. Et je te propose dès maintenant d'ailleurs de t'abonner à cette chaîne California Voyage afin de ne rien rater de son actualité. Je te remercie par avance. Cette prochaine vidéo dont je te parle, qui promet d'être au moins aussi édifiante que celle-ci. Pour revenir à notre sujet, on a ici avec ce YouTuber des vidéos qui veulent expliquer une déformation de la Terre due aux effets gravitationnels provenant de la Lune. Et qui du coup explique aussi les marées, et notamment le phénomène des 2 marées par jour que nous connaissons. Ces 2 marées, entre autres, sont justement un des problèmes majeurs sur lequel la science moderne s'empêtre. Elle ne sait pas les expliquer avec son modèle de Terre sphérique. Un mensonge qui, là, semble prendre fin sous nos yeux. Et parce qu'aussi, il est loin d'être le seul. Il n'y a rien dans ce système solaire qui colle entre les observations que nous faisons, nous tous, et les théories qui voudraient l'expliquer. Et nous sommes manifestement de plus en plus à en avoir conscience. C'est donc la deuxième raison majeure pour laquelle je fais cette vidéo, montrer la vacuité des raisonnements de ce YouTuber et de tous ceux qui lui ressemblent, de manière à écarter définitivement cette possibilité d'explication des marées et par extension les déformations d'astres comme la Terre, la Lune ou je ne sais quoi d'autre. Je dis que nous sommes manifestement de plus en plus à savoir que la science nous ment, car sinon on ne verrait pas un tel déploiement d'énergie autour de théories aussi débiles que celles que nous allons traiter ici. Je pense que tu vas assez vite comprendre ce que je veux ici te montrer. Chapitre 1, le grand ménage, en 3 actes. Acte 1, la déconstruction. Acte 2, disparition de la force d'attraction. Acte 3, disparition de la force d'inertie. Pourquoi je fais une vidéo sur un sujet plutôt qu'un autre? Parce que j'aime bien la science, je réfléchis, j'essaie de comprendre. Et quand je comprends, je me dis, la vache, c'est quand même beau, c'est quand même... c'est quand même sympa. Alors, quand je comprends, j'aime bien partager. J'ai très envie de faire comprendre ce que j'ai compris parce qu'il y a une forme de beauté, d'esthétisme et de compréhension et je trouve ça très satisfaisant. Merci Flotte. Comment aujourd'hui on participe, inconsciemment ou non, à déconstruire les anciennes théories devenues problématiques pour les remplacer par de nouvelles? De revoir et de me réintéresser à ces sujets qui sont passionnants au-delà d'un cadre scolaire. Et je m'adressais aux gens qui, comme moi, ont envie de recomprendre ou de mieux comprendre ce qu'ils ont passé parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que ce n'était pas le contexte. Hein, voilà. Donc c'est vraiment à ces personnes un peu intéressées que ma chaîne s'adresse. C'est passionnant.
ce qui me plaît énormément dans cette activité, c'est d'apprendre aussi. Donc j'ai fait les marées, et au début, alors je ne sais pas si pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez peut-être en tête, hein, je dis que j'étais sur j'ai oublié le nom, pardon, sur la courbe où on croit savoir. Donc j'étais vraiment les marées, je croyais ça, c'est la Lune qui attire les marées, ça enfle, et puis ça fait le tour, et ça 3 coups de cuillère à peau, une vidéo suffira. Puis j'ai quand même regardé, j'ai vraiment appris, j'ai regardé les marées, et j'ai appris. Et avant d'apprendre, j'ai dit, mais j'ai rien compris, je suis incapable de faire une vidéo, j'y arriverai pas. Et c'est passionnant. Et puis une fois qu'on a compris, mais comment je peux illustrer ça? Ouais, c'est ça. Donc les marées en prépa, voilà, Théo, on pensait avoir compris, effectivement. Et puis quand on réfléchit, je dis, mais je suis bête, comment j'y ai pas pensé? Donc c'est ça aussi, je voulais faire partager. Si vous avez la goutte d'eau, je me suis dit, mais imaginez que la Lune qui attire l'eau, donc l'eau monte, c'est absurde. C'est-à-dire, soit on est attiré vers le bas, soit vers le haut, on n'est pas un peu attiré, un peu pas attiré, donc ça marche pas, hein. Par contre, le modèle de Laplace qui attire de côté et qui fait comme agiter un aquarium est effectivement beaucoup plus logique, mais il est un peu plus complexe à expliquer. Et puis je dois aussi faire une vidéo sur le gonflement de la Terre. Alors voilà, j'ai avancé aussi, la discussion avec Scientifique pour ceux qui ont suivi m'ont énormément aidé. C'est en projet, je dois la faire, je pense que je la ferai un peu après, je voudrais pas la rater celle-là, elle va venir compléter la Terre enfle-t-elle. Je pense que j'ai une image aujourd'hui que je voudrais partager avec vous qui est ce gonflement de la Terre qui me travaille. Je veux répondre, Scientifique a raison, une fois encore, c'est lui qui a raison, c'est quand même le spécialiste, hein, je suis qu'un ingénieur amateur, mais voilà, je partage des choses avec vous. Il n'y a aucune raison pour qu'une goutte d'eau soumise à l'attraction lunaire soit un peu plus haut qu'une goutte d'eau sans attraction lunaire. D'ailleurs, si c'était le cas, le phénomène irait en s'amplifiant. En s'élevant, la goutte d'eau se rapprocherait de la Lune, l'effet de la Lune augmenterait, à l'inverse, s'éloignant de la Terre, l'attraction terrestre diminuerait. Et la goutte d'eau serait finalement aspirée par la Lune par une force de plus en plus importante. C'est totalement absurde. Si on disposait d'une balance super précise, on arriverait à mesurer une variation du poids minime avec le passage de la Lune, mais on ne verrait pas de variation de sa position. Pour comprendre comment la Lune influence la forme de la Terre, il faut prendre en compte toute la planète et pas seulement les océans. On peut considérer une planète comme un ensemble de particules de matière. On assiste ici à la déconstruction de l'ancienne théorie qui expliquait jusque-là le phénomène des marées, qui était une explication simple où la force d'attraction exercée par la Lune à la surface de la Terre venait finalement soulever les océans. C'est l'image de ce phénomène que la majorité d'entre nous avons en tête. Elle est simple, compréhensible et finalement intuitive. Le problème, c'est que cette explication théorique ne fonctionne pas avec la réalité, et j'aurai l'occasion de te le montrer dans une prochaine vidéo. C'est la raison pour laquelle ici on veut nous la faire oublier. Car la majorité aujourd'hui est aussi suffisamment instruite pour comprendre et se rendre compte que l'on nous a menti. L'enseignement de la physique s'est en effet démocratisé, avec en plus l'explosion des réseaux sociaux et la liberté de circuler des connaissances qu'ils impliquent. Le temps de ce mensonge est désormais compté et cette ancienne explication des marées est devenue encombrante. Il faut donc vite y trouver une remplaçante, finalement comme si la précédente n'avait jamais existé, comme si nous avions jusque-là mal compris. Cette substitution, c'est ce à quoi tu vas assister ici. C'est entre autres ce que je veux te montrer au travers de cette vidéo. Pour comprendre comment la Lune influence la forme de la Terre, il faut prendre en compte toute la planète et pas seulement les océans. On peut considérer une planète comme un ensemble de particules de matière. Ici, je t'invite à retenir l'image de cette planète devenue un amas de particules et que l'on va traiter comme un ensemble de particules. C'est très important, tu vas le voir, parce que l'explication qui va venir plus tard dans cette vidéo et que je vais démonter sous tes yeux par la physique s'appuie là-dessus. Sur le fait que finalement, une planète, c'est un ensemble de particules. Et ce n'est pas la seule aberration. Reste assis parce que c'est assez exceptionnel. D'une planète, on va en faire un ensemble de particules, et à partir de là, ça ne s'arrête plus. Les délires s'enchaînent. C'est donc le centre de gravité de la Terre que nous allons suivre dans sa chute. En se laissant tomber de la sorte, notre référentiel d'observation retranche partout l'équivalent de l'accélération du centre de la Terre. Cela annule parfaitement l'accélération du centre qui reste fixe. Après tout, c'est ce qu'on cherchait à faire.
Mais cette opération n'annule pas le champ d'attraction partout ailleurs, du côté de la Lune. L'attraction étant plus forte qu'au centre, il reste une petite attraction vers la Lune. De l'autre côté de la Terre, l'attraction de la Lune étant moins forte qu'au centre, l'attraction résultante est dirigée à l'opposé de la Lune. C'est comme si la Lune repoussait cette partie de la Terre. Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. En fait, C'est comme si la Lune repoussait cette partie de la Terre. C'est énorme. La logique ici, c'est que je dis une insanité, mais sans vraiment la dire. Ainsi, on ne pourra pas me reprocher de l'avoir affirmé. Avec le c'est comme si, j'avance des billes tout en restant perché. Évidemment, c'est l'idée. C'est en fait un nouveau théorème de la physique qui là prend forme sous nos yeux. Le théorème du CCS, c'est comme si. Mais c'est un vrai défi qui là est lancé au sens commun, au bon sens, avec une lune qui n'attire plus, mais qui repousse une partie de la Terre. On remarquera au passage la complexité de cette nouvelle théorie, complexe au sens incompréhensible, imbuvable, et je le redis, un défi au sens commun. Contrairement à la précédente, facile à exposer, et qui restait envisageable par tout un chacun. En fait, on ne fait rien d'autre ici que brouiller les pistes, de manière, à mon avis, à gagner du temps. Je vais te montrer dans la suite de cette vidéo combien la personne qui là nous l'expose est elle-même complètement dépassée par ce qu'elle explique et en quoi elle démontre qu'elle n'a aucune compétence en physique. Ce qu'il faut, à mon avis, ici retenir de ce passage, c'est que là, notre ami est en train d'évacuer la force d'attraction comme responsable des marées. C'est incroyable et tiens-toi bien, ça n'est pas fini. Le responsable des marées devient là, sous nos yeux hagards, un phénomène de chute et d'accélération. Je vais commencer par les marées. Donc j'ai fait une série de 3 vidéos sur les marées. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Et dans ces vidéos, j'explique que les marées sont dues à 2 renflements. Un renflement dirigé vers la Lune, qui attire la matière vers elle, et un renflement à l'opposé. Ces 2 renflements, avec la rotation de la Terre, expliquent pourquoi il y a 2 marées par jour. Mais l'existence de ce second renflement à l'opposé de la Lune, à quoi est dû ce deuxième renflement, n'est pas très clair. Ici, ce deuxième soi-disant renflement de l'autre côté de la Lune, c'est celui dont on vient de parler dans la vidéo précédente. Cette partie de la Terre que la Lune, c'est comme si elle la repoussait. Tu te souviens? Et tu vas voir qu'ici, en même temps qu'il va se tirer une balle dans le pied, il va se retirer la seule possibilité qu'il avait d'expliquer ce deuxième renflement par la notion de force. On a là quelqu'un qui est parti pour très sérieusement évacuer la notion de force de sa théorie, comme tu vas là le voir tout de suite, et pour imposer sa théorie de chute et d'accélération, avec encore une fois, cette fameuse Terre devenue un amas de particules. Ici, on commence à entrer vraiment dans la partie dure de cette vidéo. Je pense qu'à ce stade, déjà, tu commences à ressentir le délire de cette nouvelle conception des marées et de leur cause. Et donc j'ai eu des échanges avec Zap, que je salue, puisque je lui avais promis lors de cet échange de faire un vlog, donc voici le vlog. Donc là, on voit bien qu'ils s'y mettent à plusieurs pour théoriser cette nouvelle conception des marées. C'est ce que tu as vu précédemment, il y a quelques minutes, dans la première vidéo de cette partie, avec ces nouvelles théories qui naissent sur le net et qu'ensuite on se refile de main en main pour faire des vidéos sur YouTube à grand renfort de graphisme. Ici, il s'agit d'un Zap, le fameux spécialiste, tu te souviens? Je me demande encore bien de quoi il est spécialiste, ce garçon. En tout cas, pas de physique, ça c'est sûr. Tous ces spécialistes invisibles et tous sous pseudo, précédemment c'était un autre. Et là, tranquillement, tout ce petit monde vient gentiment remplacer l'ancienne théorie qui ne fonctionne pas avec une nouvelle que personne ne comprend. Alors, personne ne la comprend parce que justement, elle échappe à la physique telle que jusque-là on la concevait. Et des théories qu'on peut ne pas ressentir tout de suite comme délirantes si on n'a pas les compétences, mais aussi si on ne fait pas l'effort de les étudier vraiment de près. La question était, est-ce que la force centrifuge explique ce deuxième renflement? Est-ce que ce ne serait pas la force centrifuge
qui explique ce deuxième renflement. La matière serait éjectée en quelque sorte dans le mouvement mensuel de la Terre autour du centre de gravité et expliquerait ce deuxième renflement à l'opposé de la Lune. Alors la réponse est très simple, non. Et je vais être encore plus général. La force centrifuge n'explique jamais un phénomène scientifique. Jamais. Là encore, un moment très intéressant de cette vidéo. Comment ici, après avoir évacué la force d'attraction de la Lune à l'explication des marées, maintenant on évacue aussi la notion de force d'inertie. Autrement dit, on est en train de faire place nette au délire des marées causé par un phénomène de chute de la Terre sur la Lune et d'un phénomène d'accélération. Répétons-le une dernière fois. La force centrifuge appartient à l'observateur, donc ça ne peut pas expliquer ce que vous observez. Ça peut l'expliquer uniquement dans la manière dont vous l'observez. Soit vous êtes à l'extérieur du manège et vous n'avez pas besoin de force centrifuge pour expliquer que la balle tourne, soit vous êtes à l'intérieur et dans ce cas vous avez besoin d'une force centrifuge pour expliquer pourquoi la balle est immobile. Alors ici, si quelqu'un comprend quelque chose à son explication de pourquoi on évacue la force d'inertie, alors, parce que bien sûr, pour construire ma vidéo à moi, il m'a fallu étudier une bonne partie de son œuvre. J'ai eu l'occasion de me rendre compte, au travers des vidéos de cette chaîne, que ce YouTuber ne maîtrise pas la notion de relativité des mouvements. Il en fait un concept absolu qui donne lieu à ce genre de déclaration définitive. Lui-même, d'ailleurs, semble troublé à l'énoncé de sa théorie, puisqu'on voit bien qu'il en bafouille. La force centrifuge n'explique jamais un phénomène scientifique. Jamais. Ben oui, mais c'est bien sûr. C'est d'ailleurs bien pour ça que ce concept de force d'inertie a été inventé. Pour qu'on n'en parle jamais. Je redécouvre la physique grâce à ce YouTuber. Cette physique où on y invente des concepts en témoignage de ce dont il ne faut jamais parler. C'est bigrement bien foutu. C'est de la puissance de l'arbre défendu au paradis, j'y pense là. Au milieu du jardin, mais auquel il ne faut pas toucher. Eh bien, la force d'inertie, c'est la même chose. Je viens de le comprendre. C'est cet outil qu'on a là disponible, mais dont il ne faut surtout jamais se servir. Jamais. À l'époque, je pensais connaître le mécanisme des marées et je croyais qu'il me suffirait juste de faire des recherches pour quelques précisions complémentaires. Mais en me lançant dans le sujet, je me suis aperçu qu'avec mes certitudes, j'étais sur la montagne de la stupidité de la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe qui donne le niveau de confiance sur ce qu'on croit savoir en fonction de ce qu'on sait réellement. Je suis tombé dans la vallée de l'humilité où je me morfonds aujourd'hui de désespoir. Donc, il faut que tu saches que la science nous a mis, nous aussi, en équation. C'est ce que l'on nous dit ici. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies douté de ce qu'elle te dit, on nous donne ici à savoir que tu entres déjà dans les schémas qu'elle a prévus pour toi. Ça, c'est bien sûr au cas où il te viendrait l'idée saugrenue de te servir de ton bon sens pour juger des théories qu'elle donne à croire. C'est l'idée que veut faire passer cette vidéo. Et je connais l'animal ici. Un message qui s'adresse aussi bien sûr en particulier aux platistes que je suis et à leur stupidité par définition. Une courbe de Kruger qui, malheureusement pour ce youtubeur ici, se retourne contre lui. Comme quoi, la plupart des messages que l'on croit adressés aux autres quand ils deviennent obsédants s'adressent toujours en premier lieu à soi-même. Le fameux « c'est celui qui dit qui y est » des cours de récré. Ce qui est intéressant, qui m'amène dans une critique de cette vidéo, la vidéo qui démarre de cette façon-là, n'est-ce pas? C'est de voir comment et dans quelle conjecture se perd son créateur. Une vidéo qui a fait 85 000 vues à ce jour, sans doute essentiellement pour les graphismes qui la décorent. Une décoration qui vient en soutien d'un charabia insensé. Voici ce que je croyais savoir des marées. La Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre.
Sous l'effet de cette attraction, les mers et les océans s'élèvent en direction de la Lune, formant ainsi un bourrelet d'eau. La croûte terrestre est elle aussi attirée, mais comme elle est plus rigide que l'eau, elle monte moins haut. L'attraction lunaire crée en réalité un deuxième renflement à l'opposé du premier. Et ce sont ainsi deux vagues qui se produisent. Ce sont les deux marées quotidiennes que l'on connaît. Après quelques recherches, je suis arrivé à la conclusion que cette explication est globalement fausse. Il n'y a aucune raison pour qu'une goutte d'eau soumise à l'attraction lunaire soit un peu plus haut qu'une goutte d'eau sans attraction lunaire. D'ailleurs, si c'était le cas, le phénomène irait en s'amplifiant. En s'élevant, la goutte d'eau se rapprocherait de la Lune, l'effet de la Lune augmenterait, à l'inverse, s'éloignant de la Terre, l'attraction terrestre diminuerait, et la goutte d'eau serait finalement aspirée par la Lune par une force de plus en plus importante. C'est totalement absurde. Si on disposait d'une balance... Il y aurait là beaucoup de choses à dire, mais je veux aller droit au but. L'essentiel est de remarquer qu'ici, on se débarrasse de l'ancienne théorie expliquant les marées, mais aussi de la force d'attraction de la Lune, pour expliquer ces marées, donc. En fait, on fait le grand bédage, quoi. On a raison de vouloir oublier l'ancienne explication des marées, car, comme je te l'ai déjà dit, elle ne marche pas, et ça commence à se savoir de trop. La vraie raison pour laquelle elle ne fonctionne pas n'est pas donnée ici. Une prochaine vidéo à venir sur cette chaîne, California Voyage, donnera cette vraie raison. Elle est à la fois plus simple à comprendre que celle qui est donnée là, et puis plus définitive. D'ailleurs, ça va ensemble en matière de physique. Plus simple parce qu'elle ne va pas laisser de place au doute. Les coquilles dans la théorie du système solaire, en général, je te l'ai dit, sont énormes. Et du même coup, les rendent faciles à percevoir et à comprendre. Même pour des gens qui connaissent mal la physique. En attendant, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne, California Voyage, de manière à ne rien rater de son actualité. Je te remercie par avance. Dans la suite, je vais utiliser indistinctement les notions d'accélération, de force et de gravité, en considérant que c'est la même chose. Accélération, force, gravité, c'est la même chose. Ici, on a une erreur de non-physiciens qui pensent sans doute maîtriser ces concepts au point de croire pouvoir considérer qu'ils sont tous la même chose. À aucun moment, il n'est question de confondre ces notions en physique, d'accélération, de force, de champ. Celui qui part du principe qu'ils sont la même chose se trompe et ne fait pas de la physique. Et c'est ce que je vais démontrer dans cette vidéo, entre autres. La confusion de ces notions donne lieu à des raisonnements faux et qui tournent dans le vide. Même si tu n'es pas physicien, je t'invite malgré tout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La démonstration que je vais y faire est une démonstration qui, à mon avis, vaut le coup d'avoir été vue au moins une fois. Au pôle, la direction du champ de gravité est inclinée par rapport à la direction au centre. En retranchant l'accélération de notre référentiel, il résulte une petite force verticale vers l'intérieur. On retrouve cette force dirigée vers le centre tout autour du cercle perpendiculaire à l'axe Terre-Lune. Au final, le champ d'accélération résultant est constitué de forces qui compressent la Terre sur le grand cercle perpendiculaire à l'axe de la Lune. En s'écartant de ce cercle, les petites accélérations s'inclinent dans la direction de la Lune, vers la Lune sur un hémisphère et dans le sens opposé sur l'autre hémisphère. Sur les calottes situées autour des axes, les accélérations sont alignées avec l'axe. Alors, ce sont des accélérations qui, d'après lui, sont censées déformer la Terre. Il y a là encore beaucoup d'erreurs qui sont faites rien que dans les quelques secondes de raisonnement qui sont sa conclusion. Des fautes grossières de raisonnement. Déjà, le fait de pouvoir conclure que ce sont des phénomènes d'accélération qui déforment un astre comme la Terre est une erreur gravissime. La notion de force en physique est une notion fondamentale et dont on ne peut pas se passer dans ce type de raisonnement. Et comme je vais te le montrer par la suite, c'est ce qui perd cet homme dans son raisonnement. Il croit avoir trouvé quelque chose sans avoir à aucun moment à y introduire la notion de force. Or, si la Terre est déformée, il faut forcément des forces agissant sur cette déformation. En physique, c'est fondamental.
On ne peut pas se passer de la notion de force ici. Et d'ailleurs, cette simple phrase que j'ai relevée, j'ouvre les guillemets, au final, le champ d'accélération résultant est constitué de force. Je ferme les guillemets. Cette phrase à elle seule caractérise tout le raisonnement et toute la vacuité de ce raisonnement. La confusion entre force et champ est infâme ici. Là, tu as déjà une idée de la façon dont on va s'y prendre pour nous expliquer la déformation de la Terre, tu vois. Maintenant, on entre dans les détails. Dans quelques minutes, je vais faire ma démonstration. Je vais démontrer pourquoi et en quoi notre youtubeur ici se trompe depuis le départ et tout le long de son raisonnement. Et tu vas tout à fait, je pense, ressentir en quoi il n'est pas physicien. Nous pouvons maintenant nous interroger sur la forme d'équilibre de la planète sous l'effet de la gravité en tenant compte du champ d'attraction lunaire. On comprend alors facilement que la forme ne soit plus une sphère, mais un ellipsoïde allongé dans la direction de la Lune. La sphère se rétrécit dans le plan de compression car c'est comme si des particules de matière étaient plus lourdes dans ce plan. Les plans de particules plus lourdes dans ce plan. Inversement, la sphère s'allonge dans la direction de la Lune car les particules sont plus légères de cet axe. Les particules plus légères de cet axe. Donc on nous parle de lourdeur et légèreté de la matière. Des concepts complètement fumeux en physique. Lourdeur et légèreté de la matière. C'est peut-être des choses qui ont du sens dans sa tête à lui, mais qui n'en ont aucune en matière de physique dans un raisonnement comme celui-là. Mais ce n'est pas encore ce que je veux te montrer. Ce monsieur, c'est évident, n'a qu'une formation très superficielle en physique, qui pense suffisante pour nous expliquer le phénomène des marées à sa manière à lui. Alors, à quoi il est dû ce deuxième renflement? Ce deuxième renflement de la Terre qui explique qu'il y a 2 marées par jour et pas seulement une seule. Alors avant de commencer, une rapide remarque. Je parle du second renflement, mais il faudrait parler des 2 renflements, car il y a une seule et même explication pour les 2 renflements. Il n'y a pas l'explication du renflement vers la Lune et l'explication de l'autre renflement. Il y a une seule explication, et merci à Flavius Aetius pour l'avoir fait remarquer dans les commentaires du précédent. Un renflement, 2 renflements. Il a promis lors d'un live de nous démontrer que la Terre entière enfle. C'est une obsession chez lui. Le renflement devenu ici concept fondamental de la physique. C'est peut-être sa tête à lui qui enfle, non? Bref, la remarque que je veux faire ici, qui me semble importante, c'est qu'il est parti dans son raisonnement du fait d'un commentaire sous une de ses vidéos. Le concept qu'il est en train de nous présenter là est quelque chose qui existe par ailleurs et qui traîne déjà sur le net. Qui n'est bien sûr pas défendu par la science officielle, parce qu'il est aberrant. Tu vas le comprendre dans la suite de cette vidéo. Mais il existe. Il traîne déjà sur le net à la quête d'artistes ingénieurs, comme notre ami ici, ou de cerveaux enflés, pour s'en saisir et le présenter. C'est dire comment fait cogiter cette histoire de marée qu'on n'arrive plus du tout là à expliquer. Donc pour expliquer ces 2 renflements, et en particulier le second, on va se placer dans l'espace. On va se mettre dans une station orbitale idéalisée. Pour fixer les idées, on va dire qu'elle se trouve à 400 km d'altitude et qu'elle va à 7 km par seconde. Alors un bref rappel sur les orbites circulaires. Plus un objet est proche de la Terre, plus sa vitesse doit être rapide s'il veut rester sur une orbite circulaire. Et au contraire, plus il est éloigné de la Terre, moins il a besoin d'aller vite pour rester en orbite. Donc, imaginons à l'intérieur de cette station un astronaute qui décide de faire une expérience. Il prend une petite bille et il la place à l'intérieur du satellite, donc il la lâche à l'intérieur du satellite. Lorsqu'il la lâche, s'il la lâche sans vitesse par rapport à lui, par rapport au satellite, la bille va exactement à 7 km par seconde. S'il la lâche au centre de gravité du satellite, elle se trouve à 400 km de hauteur par rapport à la Terre, elle a 7 km par seconde, c'est le bon couple vitesse-altitude, et la bille va rester en orbite circulaire, elle va donc rester immobile à l'intérieur du satellite qui suit la même orbite circulaire. Cette fois-ci, l'astronaute place une bille au-dessus de la bille initiale. Lorsqu'il la lâche, elle a toujours 7 km par seconde de vitesse. En revanche, elle se trouve à une altitude plus élevée. Cette vitesse est supérieure à celle qui est nécessaire. La bille va donc s'éloigner un peu de son orbite circulaire. Vu de l'intérieur du satellite, on va avoir l'impression qu'elle est repoussée de la Terre. Donc l'astronaute va voir la bille centrale qui reste immobile à l'intérieur de la station et les 2 billes verticales qui s'éloignent du centre.
L'astronaute peut décider aussi de mettre des billes sur les côtés. Cette fois-ci, les vitesses seront bonnes. En revanche, les plans des orbites circulaires des billes sur les côtés ne seront pas parallèles au plan de l'orbite centrale. Les orbites se croisent et donc, avec le temps, les deux billes vont se rapprocher de la bille centrale. C'est comme si, à l'intérieur du satellite, il y avait une force qui rapprochait les deux billes. Il nous ressort encore le théorème du c'est comme si. Soyons sérieux. Soit on a des forces, soit on n'en a pas. Le c'est comme si, en matière de physique, ça n'existe pas. Parce que dans le cas où on ne sait pas les trouver, c'est que ce rapprochement n'existe pas. Il faut donc trouver ces forces, les nommer et les quantifier. Bref, tu vois en tout cas pourquoi il a fallu considérer un petit peu plus tôt la Terre comme un ensemble de particules, tu te souviens? Chaque particule ici va tenir lieu de petits satellites. Et on a là ce phénomène qui va allonger sous nos yeux ébahis, comme par magie, la Terre, qui va déformer la Terre. Une déformation expliquée par un phénomène de chute, alors même que la Terre ne tourne pas autour de la Lune, bon Dieu. Il est quand même beaucoup plus faux de dire qu'elle tourne autour de la Lune que le contraire. Oh! Il ne vient à personne de sensé de le dire, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Enfin... Ça fait aussi partie du message que je veux ici faire passer dans cette vidéo, qui est également un conseil que je donne à ce youtubeur. À quel moment penses-tu que la maîtrise de l'outil de la physique nous débarrasse du bon sens? Une vraie question ici. Parce que si je te résume, d'après toi la Terre tourne autour de la Lune, et tu fais de cette révolution autour de la Lune une chute qui engendre un phénomène suffisamment puissant pour déformer la Terre. Oh, allô, on est où là? Bien, cela étant dit, et pour en finir une fois pour toutes, je vais maintenant faire ma démonstration par la physique, la vraie, et te démontrer en quoi ce raisonnement est faux depuis le tout début et de A à Z. Là maintenant tout de suite. Alors, je vais tenter de t'expliquer en quoi consiste la démonstration de ce cher monsieur là qui nous explique les marées. Donc, il nous explique ça par les satellites. Alors, ici, je te fais des trajectoires de satellites, en principe parallèles. Alors, tu m'excuses, je fais avec les moyens du bord. Je suis dans mon van, je n'ai pas énormément de moyens. C'est tout ce que j'ai là à ma disposition, mais je pense que c'est suffisant. Tu vas voir, tu vas très vite comprendre l'histoire. On met un satellite ici. Ce satellite se déplace avec une certaine vitesse sur sa trajectoire autour de la Terre, n'est-ce pas? Il est à une certaine distance du centre de la Terre, distance D, une vitesse V. Eh bien, ce satellite-ci, il a une vitesse qui est parfaitement adaptée à la distance qui sépare son centre du centre de la Terre, et ainsi il reste sur sa trajectoire tout le temps. D'accord? Ça, c'est évidemment, tu l'as compris, dans le cas où on part du principe que les satellites existent. Il s'agit là du modèle sphérique que je connais parfaitement. Je suis en train de t'expliquer comment ça fonctionne pour bien que tu comprennes la démonstration de cette personne sur sa vidéo. Ici, si tu mets ce même satellite avec la même vitesse V sur cette trajectoire-là, on va appeler la première distance D1. Ce satellite, on va l'appeler 1. Celui-là, c'est le satellite 2. Et il a une vitesse V qui est la même que le satellite 1. Mais il se trouve à la distance D2 cette fois-ci. Et du coup, la distance n'est pas adaptée donc à sa vitesse. Et du coup, ce satellite, que fait-il? Eh bien, il tombe sur la Terre. Je vais t'expliquer pourquoi il tombe sur la Terre. Parce que la personne qui fait la vidéo, en fait, omet de t'expliquer pourquoi elle tombe sur la Terre. Peut-être parce que, tout simplement, il ne le sait pas. Il a l'air de ne pas connaître les vrais phénomènes qui sont derrière ces choses-là. Ici, on a une distance D3, n'est-ce pas? De ce satellite 3 au centre de la Terre, toujours avec une même vitesse V.
Cette fois-ci, la distance D3 est supérieure à la distance D1, c'est-à-dire la distance qui est parfaitement adaptée à la vitesse V. Donc cette fois-ci, ce satellite 3 est trop éloigné de la Terre, et donc du coup, il s'en va vers l'espace. Alors pourquoi s'en va-t-il dans l'espace? Je vais te l'expliquer maintenant. Eh bien parce que on a, à l'appui de tout ça, la force d'inertie, ce qu'on appelle la force d'inertie. La force centrifuge n'explique jamais un phénomène scientifique. Jamais. La force d'inertie, ce qu'on appelle la force d'inertie, qui se calcule de la manière suivante: la masse du satellite multipliée par la vitesse du satellite au carré, divisé par la distance qui le sépare du centre de la Terre. Bonjour Fabien. Donc, ces satellites, chacun de ces satellites est soumis finalement à une même force d'inertie. Hein. Puisque, non, il est soumis à des forces d'inertie variables du fait de la distance qui les sépare du centre de la Terre. Donc, on a ici une force, on va dire F1, une force F2 et une force F3. Eh bien, on a F2 qui est au milieu des deux autres, qui va être supérieur à F3 et qui va être inférieur à F1, du fait de la distance, hein, parce que F1 est divisé par une distance qui est plus importante, et F3 est divisé par une distance qui est moins importante. Voilà, chacun de ces satellites ici est soumis à deux forces, une force de gravitation qui exerce la Terre sur le satellite, une force ici d'inertie qui entraîne le satellite vers l'extérieur de sa trajectoire. Et à tout moment, on doit avoir la force d'inertie qui est égale à la force de gravitation. La force d'inertie, c'est V carré sur D. D, c'est la distance du centre du satellite au centre de la Terre. Et ici, on a, donc ça, c'est la masse du satellite. Et ici, la force de gravitation, c'est G, la constante de gravitation universelle. Ici, on a la masse du satellite multipliée par la masse de la Terre, c'est-à-dire du corps qui attire le satellite, divisé par la même distance D au carré. Dans ma vidéo, telle qu'elle est là, l'explication est incomplète. Il ne suffit pas d'expliquer ce comportement des satellites. Je fais donc ce rapide complément ici. En effet, ce n'est pas seulement la force d'inertie qui diminue au fur et à mesure que D augmente, mais c'est aussi la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite. Évidemment, plus on s'éloigne de la Terre, plus ces deux forces diminuent, c'est normal. Mais cette force d'attraction diminue plus vite que la force d'inertie à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Alors, pour quelle raison cette force d'attraction diminue plus vite? Eh bien, parce que on voit que dans sa formule mathématique qui permet de la quantifier ici, on voit que l'intensité de cette force est divisée par D dans le cas de la force d'inertie et D carré dans le cas de la force d'attraction. Et bien évidemment, D carré, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la Terre, n'est-ce pas, D carré augmente plus vite que D. C'est la raison pour laquelle la force d'inertie finit par prendre le dessus ici sur la force d'attraction lorsqu'on s'éloigne de la surface de la Terre. Hein? Et dans le cas où l'orbite du satellite s'approche de la surface de la Terre, donc on a un D qui diminue, et dans ce cas-là, D carré qui diminue plus vite que D, et à ce moment-là, c'est la force d'attraction qui prend le dessus sur la force d'inertie. Et on a ce satellite qui plonge vers la Terre. Voilà. Tu vois donc au passage que ce modèle est parfaitement théorisé par la notion de force, ici, force d'inertie, force d'attraction, et par une quantification de ces forces relativement précises. Tu remarqueras que bien qu'aujourd'hui je ne crois plus à ce modèle, je continue malgré tout à bien le maîtriser, pour entre autres l'avoir enseigné pendant très longtemps. Ici, la corrélation entre la vitesse et la distance sort d'ici. C'est les mêmes masses, donc je peux le simplifier. On aboutit à une vitesse. Alors comment je vais te mettre ça? Je vais te mettre la distance. On a V carré sur D qui est égal à GMT sur D, pardon. Ici, ça nous fait D est égal à GMT sur V carré.
la vitesse étant la même pour tous ces satellites, une seule distance convient pour rester sur sa trajectoire circulaire autour de la Terre, n'est-ce pas? Bonjour Fabienne. Je peux mettre ça sous la forme de vitesse égale aussi racine carrée de GMT sur D. C'est les mêmes formules, hein. Tout ça sort d'ici. Bon, donc ça nous fait une vitesse pour une distance, ok? Une seule vitesse pour une seule distance. Toutes les autres sont des distances donc qui ne conviennent pas pour que le satellite puisse rester sur une trajectoire circulaire autour de la Terre. Donc ici, on a D1 qui est supérieur à D2, qui est inférieur à D3. Ce qui fait que si D1 est supérieur à D2, ça veut dire que V1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vitesse doit être supérieure à celle de D1. Donc là, elle est insuffisante. Et ici, ça fait que V est trop grande, trop importante pour rester sur sa trajectoire. Donc, il s'en va vers l'espace. Ici, la vitesse est insuffisante, donc il tombe sur la Terre. Ok? Voilà, ça c'était pour l'explication. Ce que je voudrais dire à ce monsieur, c'est que ce phénomène-là, il sort pas de n'importe où, il sort pas d'un chapeau. On n'est pas dans une sorte de parascience là, ou d'ésotérisme. Tout ça, ça s'explique par les forces. Ok? Parce que ce monsieur doit l'ignorer. À aucun moment dans sa vidéo, et je pense que même dans toutes les vidéos de sa chaîne, il ne parle de force. Il est complètement passé à côté du concept de force en mécanique. On appelle cette partie de la physique la mécanique. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la physique. Ça veut dire qu'il n'a pas de formation à la physique. Et ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui là nous explique des phénomènes qui le dépassent. J'étais sur la montagne de la stupidité de la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe qui donne le niveau de confiance sur ce qu'on croit savoir en fonction de ce qu'on sait réellement. Alors juste, je voulais t'expliquer quand même comment est-ce que de cette histoire de satellite, on en arrive à la Terre. Alors maintenant, ce raisonnement-là, figure-toi, on a ce monsieur qui fait des raccourcis fulgurants, n'est-ce pas? Il va nous expliquer qu'en fait, là maintenant je vais mettre la Lune, je vais reproduire mes 3 trajectoires de satellites, mes 3 satellites avec celui qui va vers la Lune, celui qui va vers l'espace et celui qui reste sur une trajectoire donc constante, on va dire, circulaire autour de la Lune. Pourquoi j'ai fait la Lune ici? Pourquoi je dis que cette fois c'est la Lune? C'est pareil, c'est le même phénomène. Eh bien parce que figure-toi qu'il nous place la Terre là. Et alors il nous explique que l'allongement de la Terre de cette façon-là. Avec cette partie de la Terre qui plonge vers la Lune, cette partie de la Terre qui plonge vers l'espace, et le centre de gravité de la Terre qui lui reste donc sur une trajectoire circulaire. Et c'est comme ça qu'il nous explique que la Terre s'allonge. Alors, énormément d'erreurs dans ce raisonnement. Je te les explique. Première erreur, la Terre tourne autour de la Lune, figure-toi. Alors, Terre et Lune, en fait, quand on dit que la Lune tourne autour de la Terre, toujours dans le modèle sphérique, hein, modèle système solaire, ça veut dire que le modèle Terre-Lune tourne autour d'un centre de gravité. En fait, la Lune ne tourne pas vraiment autour de la Terre ne tourne pas vraiment autour de la Lune. C'est un système à 2 corps qui pivotent l'un autour de l'autre, avec évidemment le centre de gravité beaucoup plus près de la Terre. Alors en fait, je vais quand même le faire un petit peu plus à l'échelle. Je vais te montrer ensuite les vraies échelles, hein, de toute façon. Pour se simplifier, on représente souvent les 2 astres comme ça, l'un à côté de l'autre. Mais à l'échelle, voilà à quelle distance la Lune se situe réellement de la Terre. Voilà, elle est là. Centre de gravité est là. Donc on a une Lune qui tourne autour de ce centre de gravité, la Terre qui tourne autour de ce centre de gravité.
Alors lui, il est parti du principe que la Terre tournait autour de la Lune, hein, parce que ça l'arrange évidemment. Et donc la Terre chute sur la Lune. Donc déjà, c'est faux. On a la Terre qui tourne autour de ce centre de gravité et qui a un mouvement de rotation qui est extrêmement minime. Cette force-là qui entraîne cette partie de la Terre vers l'espace, c'est la force d'inertie, figure-toi, du fait de la rotation de la Terre autour de la Lune, ce qu'il appelle autour de la Lune, qui est autour de ce truc-là en fait. Ça générerait une force ici d'inertie suffisante pour entraîner cette partie de la Terre vers l'espace. Et ici, on aurait la force. Cette force-ci, qu'est-ce que ça peut être? C'est forcément la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre. Donc là, on a deux forces qui vont allonger la Terre. Alors pourquoi tout ça est important de te l'expliquer? Parce que bon, ben, dans le cas où le système solaire existait, ce qui n'est pas le cas, hein, mais même s'il existait, jamais de la vie la Terre ne pourrait s'allonger de cette façon-là. Maintenant, je vais terminer ce raisonnement. Tu vas voir et tu vas tout de suite très vite comprendre. En fait, ici, c'est une force d'inertie qui est censée étirer la Terre vers le haut. Et alors, c'est même pas une force d'inertie, c'est une différence de force d'inertie entre celle qui agit sur le centre et celle qui agit sur l'extérieur. C'est une variation de force d'inertie. Alors, dans le cas où on dit que déjà au départ, hein, je te l'ai dit, la chute vers la Lune est fausse. Hein. Mais en admettant, tu vois, on admet beaucoup de choses, tout est faux dans ce raisonnement que nous fait ce monsieur. Mais même en admettant qu'il y ait quelques trucs de vrai dans ce qu'il dit, de toute façon, au final, on arrive à des choses complètement aberrantes. On a là une distance de 380 000 km. Hein. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. On a ici un rayon de la Terre qui est égal à 6400 km. Donc ça veut dire que là, on est en train de parler d'un pourcentage de force d'inertie qui n'existe pas, donc, hein, puisque la Terre ne tourne pas, encore une fois, autour de la Lune. Mais en admettant qu'elle tournerait autour de la Lune, ça veut dire que même si elle tournait autour de la Lune, il faudrait ici y ajuster un pourcentage de force. C'est-à-dire que là, donc, ce qui serait censé allonger la Terre, ce serait une différence de force d'inertie entre le centre et l'extrémité ici supérieure de la Terre. Et ce pourcentage, il se calculerait de cette façon-là. Le rayon de la Terre divisé par la distance Terre-Lune, le tout multiplié par 100. Ça te fait un pourcentage. Je l'ai calculé et je crois que ça fait 0,45%. C'est-à-dire que là, on a 0,45% de la force d'inertie, qui encore une fois n'existe pas, qui serait censé allonger la Terre de ce côté-là. Et de la même manière, ici, on aurait 0,45% de la force d'attraction, hein, ici, qui est censé étirer la Terre donc vers le bas, c'est la force d'attraction, ici, qui serait censé allonger la Terre vers le bas. Tout est faux dans ce raisonnement. La principale erreur que fait ce monsieur, c'est à aucun moment d'évaluer son raisonnement par le concept de force, ce qui est fondamental en mécanique. Parce que là, très vite, on s'aperçoit que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, cette démonstration est terminée. Je pense désormais qu'il n'est plus nécessaire d'y revenir dessus. Le débat est clos et définitivement clos. Au travers de cette vidéo qui là s'achève et dans laquelle je démonte la théorie de ce youtubeur, je ne voudrais pas que tu aies imaginé qu'il s'agit là d'un phénomène isolé et que le travail investi dans ma vidéo reste finalement d'un intérêt minime. Tu peux en effet imaginer qu'il s'agit d'un youtubeur parmi d'autres qui là s'amuse à développer une théorie qu'il ne maîtrise pas. Finalement, pourquoi pas? Rien de bien grave et rien de non plus forcément très intéressant à cela. C'est la volonté de puissance qui nous anime et cet esprit de conquête qui fait de nous des êtres finalement créateurs et parfois sublimes. Ici, rien de bien neuf en somme, quoi. Bien. Cela étant dit, chez ce youtubeur, moi j'ai vu autre chose, de beaucoup plus important.
Cette vidéo, crois-moi, m'a pris des heures à monter. La préparation, le texte, les tournages, les montages. C'est 3 semaines de travail et ne faire quasiment que ça. Il m'a bien fallu un moteur. Tout ce travail, ces heures, pour quelle raison? Parce que j'aime ça. Ok, je l'admets, j'adore. J'adore ce travail. L'une des raisons est aussi bien sûr de montrer à tous que ces Antilles platériennes n'ont pas les connaissances et l'intelligence supérieure qu'ils revendiquent bruyamment sur YouTube, et même au-delà de bruyamment, très agressivement. Seuls ceux qui ont affaire à leur opposition savent de quoi je parle. Mais heureusement, ce n'est pas les 2 seules raisons. Ils n'ont pas beaucoup d'importance à mes yeux finalement. Mon auto-estime ne repose heureusement pas sur leur avis et je me fous de ce qu'ils font et pensent, pour être clair. Ces heures à servir la vidéo, eh bien, parce que je ressens qu'il se passe au travers de ce youtubeur quelque chose qui le dépasse très largement. Quelque chose de pas moins qu'historique. Et je pèse mes mots. Je t'explique. À 2 ou 3 reprises, en effet, on a pu voir que ce travail de recherche sur la vidéo de ce youtubeur, de recherche sur les marais, est issu d'un travail de recherche sur Internet, et aussi d'une forme de coaching, ça et là, au travers de commentaires sous ces vidéos. On a donc là affaire à une construction qui nous renseigne, non pas sur les marées, on l'a bien vu, mais sur ce que devient la physique s'appliquant au système solaire et à l'univers. Et la construction de théories officieuses, comme celle-ci, que je viens de démonter, et qui par là cherche à se rendre officielle. Sauf que celle-ci, tu viens d'y assister, est tombée sur un os, moi et ma vidéo. À la suite de celle-ci, sur ma chaîne, d'autres vidéos vont venir. Sur cette chaîne, donc Californien Voyage. Je t'invite d'ailleurs à nouveau à t'y abonner si tu ne l'es pas encore. Des vidéos qui vont montrer le déluge de théories concernant les marais et leur explication, qui n'en finit pas de s'étirer, parce qu'on ne sait plus les expliquer. Celle que je viens de démonter est sans doute la plus délirante, mais fait partie de cette fuite qu'il faut avoir vue, et participe de la même logique servant à masquer ce désarroi dans lequel est plongée aujourd'hui la physique de la Terre sphérique. L'ancienne théorie ne suffit plus à fabriquer une explication. Nous sommes trop nombreux aujourd'hui, de par notre formation, à voir qu'elle ne tient pas. Une prochaine fois, je te montre en quoi ces théories, pourtant vues sur toutes les chaînes de télé à un moment ou un autre, sont devenues aujourd'hui imprésentables et encombrantes. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, on ne sait plus non plus expliquer, figure-toi. Je voudrais être sûr d'avoir ton attention et que tu es assis. On ne sait plus expliquer, figure-toi, le mouvement de la Lune autour de la Terre. Parce que d'après les théories mathématiques qui servent donc la Terre sphérique, eh bien la Lune tourne autour du Soleil et non pas de la Terre. Oui, oui. Je vais aussi prochainement te montrer ça, ce gros problème. Toi, tu la vois tourner autour de la Terre, comme moi. Eh bien non. La théorie, s'appliquant à ce modèle, nous explique qu'elle est une planète au même titre que la Terre, que Mars, etc. C'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil. La théorie, s'appliquant à la Terre sphérique, nous dit que la Lune tourne autour du Soleil. Imagine un peu comment ça fait cogiter pour vite nous expliquer ça. Oh là là! Imaginons que tu en parles sur un forum internet, tu as vu une vidéo, tu as vu la mienne au sujet de cette lune et tu veux en savoir plus. Tu vas sur un forum internet et tu poses cette question. Il y a fort à parier que quelqu'un vienne t'expliquer qu'il s'agit là d'un système à 3 corps régi par des mathématiques qui te dépassent. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Et si tu insistes, il se pourrait qu'on t'insulte. Je te jure, c'est du vécu. Ou alors on va pointer des fautes d'orthographe dans ta façon d'écrire ou je ne sais quoi. De même que les objets qu'on voit à l'horizon à 100, 200, 300 km, alors qu'ils devraient se trouver sous l'horizon et donc formellement invisibles de nos yeux, eh bien là encore,
On t'explique que tu as tort de voir ce que tu vois et qu'il s'agit de mirages. J'ai déjà démontré que c'est faux. Des mirages à de telles distances, ça ne peut pas exister. S'il le faut, je referai cette démonstration sur cette chaîne. Il n'y a pas de problème. Mais ton bon sens, déjà, de toute façon, te le dit. Quand tu vois la netteté des images, tu sais déjà que ce n'est pas un mirage. Fais-toi un peu confiance. Va voir mes vidéos précédentes à ce sujet. Et il y a ce phénomène qui est là montré dans une de mes vidéos. La question que maintenant, moi, je veux poser, qui est aussi un espoir que je formule ici, quand est-ce que les gens vont enfin retrouver la confiance en leur bon sens? C'est aussi l'objet de cette vidéo. C'est le message que je veux faire passer aussi. Et arrêter de se chercher des autorités pour leur expliquer ce qu'ils doivent penser et comprendre. Ça te paraît normal que quelqu'un puisse venir te dire que tu es trop con sur un forum ou ailleurs pour comprendre le monde dans lequel tu vis? Qui est ce gars qui vient t'expliquer que seules les mathématiques peuvent t'expliquer ce que tu vois et que seule une poignée d'élites, finalement, possède ce droit d'avoir un avis sur des questions aussi cruciales? La Lune, bon Dieu, elle tourne autour de la Terre ou du Soleil? Ça ne peut pas être les deux. Et l'allusion à des théories soi-disant mathématiques que bien sûr on ne verra jamais, pour venir en secours de cette aberration, est un manque de respect pour notre bon sens. Et finalement, face à tout ce fatras et ces accidents dans la théorie, la Terre, est-ce qu'elle est bien sphérique? En tout cas, sur cette chaîne, California Voyage, je te fais moi une promesse. Les réponses que je vais développer sur ces questions vont te rester compréhensibles et feront toujours appel en premier lieu à ton bon sens. Le bon sens est d'ailleurs ce qui fait notre humanité. Ce qui fait notre humanité n'est pas notre capacité à s'émouvoir, comme on peut l'entendre ça et là. Les animaux ont la même capacité à s'émouvoir. C'est notre capacité à ressentir le monde comme intelligible, grâce à notre capacité naturelle de bon sens. Personne n'a le droit de nous retirer son pouvoir. Il est d'ailleurs aussi à l'origine le père de toutes les sciences. La science la science de la physique que moi j'ai aimée et qui m'a fait vouloir en faire mon métier. Cette science qui montre aujourd'hui qu'elle veut l'oublier, ce bon sens. Bon voilà, cette vidéo s'achève ainsi. J'espère t'avoir donné envie de revenir sur cette chaîne en tout cas. Il me reste maintenant à te remercier par avance de bien vouloir liker cette vidéo si tu l'as aimée, de la partager le plus largement possible si tu as perçu l'importance de son message. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour la suite. Bye bye. Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ah oui? Oui. Ouais, beaucoup. Eh bien dans ce cas, bonne année à toi Jean-Pierre.